Donc j'entraîne 2 athlètes, donc une toute petite équipe, c'est des athlètes matures, ils ont entre 25 et 30 ans et pas mal d'expérience. Donc j'avais envie, ils sont très différents, ils sont complémentaires sur le plan technique. Je vous rappelle ce qu'a dit Pierre, c'est que les athlètes sont pas en concurrence pour le championnat du monde si ce n'est pour le résultat, et ils sont en concurrence forte pour les jeux puisqu'il n'y en a qu'un de sélectionné. On verra ça, sûrement ça avec Pierre. Et en fait, ils sont très différents dans leur manière d'être. Il y en a un qui fait 100 kg, qui fait 1m97, l'autre qui fait pas loin de 100 kg, mais 1m85. Il y en a un qui est taciturne et qui parle jamais. Il y en a un qui est plutôt volubile et qui raconte des fois des bêtises, qui parle un peu trop vite. Donc c'est des athlètes très très différents, très complémentaires. Et j'avais envie de commencer par une anecdote en fait. Donc les athlètes ont décidé de travailler ensemble. C'était un choix de la fédération, c'était aussi un de mes choix. Et eux étaient d'accord. Donc on démarre l'aventure en 2009 avec peu de notions de l'engin, puisque Guillaume Florent, qui avait fait la médaille de bronze, avait arrêté. Donc ça c'est très porteur pour une équipe. On est dans une dynamique où on ne connaît pas grand-chose et on découvre et on avance, quoi. Donc tout ça est sympathique. Et puis on se retrouve donc avec des athlètes qui collaborent bien. Et j'ai un moment qui me marque. Donc si ça vous intéresse, je pourrais revenir sur les procédures de travail après. Mais j'ai un moment qui me marque. On arrive à Sail for Gold, donc c'est une des épreuves importantes en août 2010 sur le plan d'eau des Jeux, où là les athlètes ne sont pas encore en sélection, mais je pense que dans leur tête ils le sont un petit peu, puisque marcher sur le plan d'eau des Jeux c'est forcément très important. Et on part sur l'eau. Le matin on fait un petit briefing, tout se passe bien. On part sur l'eau, il fait pas beau. On décide de faire un entraînement sur lequel il y a un peu de règlement, donc ça exacerbe un peu. Jonathan est pas très à l'aise sur le plan réglementaire, donc très vite l'autre prend l'ascendant. Et puis en un instant, sur l'eau, ça dérape. Il y a Jonathan qui insulte comme jamais son partenaire, et Thomas qui, comme taciturne qu'il est, se ferme comme une huître. L'entraînement s'arrête là. On est le premier jour, on vient d'arriver sur site. On rentre à terre. Alors là, il y a un bateau qui tire. On était au près pour rentrer à terre, donc il y a un bateau qui tire dans un coin, l'autre qui tire dans le coin, et le Zod, moi, qui rentre tout droit. Déjà, là, ambiance. Bon, et puis moi, j'arrive, je me dis, ben voilà, 2 ans, on va s'arrêter là. Il va peut-être falloir imaginer un autre projet, mais je vais peut-être faire un autre métier. Ça mouline un peu. Et puis j'accompagne Jonathan qui va se changer. Et il me dit, je crois que c'est moi, il me dit rien. Je lui dis, mais il s'est passé quelque chose sur l'eau, donc j'essaie de le faire parler un peu. Il me dit, ouais, ça c'est rien. Là, je me dis, ça va être chaud. Je lui dis, mais toi c'est rien, mais qu'est-ce que tu penses qu'il a entendu? Ouais, il a entendu quand je dis quelque chose, j'oublie tout juste après. Bon, ensuite, on se retrouve à la cafétéria, bref, ça discute. Et c'est la première fois, les choses se sont arrangées puisqu'on a continué ensemble, mais c'est la première fois où finalement, en un instant, je me suis rendu compte que la situation pouvait basculer. Et même si ce n'était pas la première fois qu'on parlait de ça, je crois que ça a été un tournant même pour eux, parce que, et en tout cas surtout pour Jonathan, la prise en conscience que si on veut travailler ensemble, on est obligé de tenir compte de l'autre. Et c'est pas parce que soit on ressent des choses que l'autre va pouvoir les ressentir de la même manière. Bon, il en est sorti de là des discussions. Notamment, on a une procédure où le matin, en général, ils appellent ça faire nos chakras. On prend un petit peu de temps pour discuter, pour savoir si si chacun est prêt à s'entraîner et dans quelle disposition il est, s'il n'a pas des problèmes avec sa copine, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Donc on fait ça. Et là, le taciturne, Thomas, lui a dit, mais ça sert à quoi qu'on fasse nos chakras le matin si tu nous préviens pas le matin que t'es en vrac et que ça va pas? Donc ça a été en fait un élément qui a fini par souder le groupe. C'est-à-dire que ce moment-là, on s'est dit qu'on n'allait pas le revivre. Ou du moins, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas le revivre. Voilà. Bon, c'est une anecdote qui témoigne aussi un petit peu du travail en amont et aussi du fait que je pense qu'il y a des moments où on ne maîtrise pas grand-chose. Enfin, humblement. Voilà. J'avais une autre anecdote qui est donc j'ai les 2 mêmes partenaires.
En janvier 2012, la sélection est faite et on se retrouve avec donc un sélectionné et un partenaire. Le sélectionné, c'est Jonathan Laubert. Le partenaire, c'est Thomas Le Breton. Thomas Le Breton, c'est le plus âgé. Il n'a pas vraiment envie de faire sa saison en fine, mais il veut bien être partenaire. C'est un peu le samouraï, il veut bien être partenaire. Il est payé pour ça aussi parce qu'il a un contrat à l'école navale. Donc c'est pas totalement gratuit. Donc il y a un deal qui se fait entre les deux garçons. La fédération veut qu'il fasse le championnat du monde. Et il y a un deal qui se fait entre les deux garçons, dans le dos de tout le monde. Le sélectionné dit tu veux pas faire le championnat du monde, je te soutiens, j'ai pas besoin de toi. Ça permettait à Thomas d'aller faire le circuit mode 70, qui est un circuit de gros bateaux avec de l'argent à gagner, etc. Bon. Donc ils se soutiennent tous les deux, ça marche comme ça. En échange, j'ai besoin de toi sur certaines périodes, et sur ces périodes-là, je t'attends en forme et motivé. Et je me retrouve donc sur une de ces sessions, ça c'est un souvenir très plaisant, je me souviens encore comme c'était hier, il y a du soleil, on est à Weymouth, il y a Baston, et il y a Thomas qui vient me voir, qui me dit, bon, comme il était moins entraîné, il me dit, j'ai 45 minutes de carbu, je les mets quand? Tu les veux au début, tu les veux quand dans l'entraînement, avec un sourire comme une banane. Hein. Et puis en fait, ce gars-là, il a 30 ans, ça fait 3 fois qu'il rate les sélections au jeu. C'est déjà un moment sympa à vivre. Et en fait, pendant les jeux, donc on a convenu d'un moment où il fallait, notamment pendant les manches, il fallait qu'il pousse un peu Thomas dans ses retranchements. Et il l'a poussé dans ses retranchements. Il a poussé Jonathan dans ses retranchements. Il l'a animé. Puis je l'ai vu s'éteindre tout doucement, parce que physiquement, il tenait pas la charge. Il avait dit 45 minutes, c'est à peu près ce qu'il a fait. Et puis, mais il s'est éteint avec joie. C'est-à-dire il a donné tout ce qu'il avait. Il a mis ses tripes sur la table. Bon, c'était un moment sympa où finalement, je pense que Jonathan a eu aussi le retour des investissements qu'il avait fait dans le collectif. Et bon, c'est une des anecdotes que je voulais vous livrer. Alors après, moi j'ai un guide, c'est-à-dire que je pense que en fin de compte, on n'a pas de projet collectif. On n'a que des projets individuels. Et tout ce que je mets en place, c'est au service des projets individuels. Et si on peut faire un peu de collectif là-dessus, mais ce n'est pas du collectif en fait. On échange tout le temps. Voilà. On fait que échanger. Donc il y a absolument pas... finalement, on appelle ça projet collectif, mais ce n'est pas un projet collectif. C'est-à-dire que oui, on essaye de se mettre d'accord sur une vision, oui, on essaye de définir une idée, mais en fait, la vision, c'est pas qu'ils soient tous les deux champions du monde, ni qu'ils fassent 1 et 2. C'est pas vendable ça. J'ai essayé d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vendable. En fait, celui qui est deuxième, il veut pas être deuxième, il veut être premier. Donc, je veux dire, il y a la seule manière de faire pour moi, de concevoir ce résultat, ce collectif, c'est uniquement dans l'idée que à tout moment, chaque individu, chacun doit pouvoir y trouver son intérêt personnel. Voilà. Et donc, ça veut dire que à tout moment, celui qui ne trouve pas son intérêt personnel doit pouvoir lever la main et dire qu'est-ce que je fais là? Ça m'intéresse plus. Donc à ce moment-là, on s'arrête. Et on discute, on travaille, on trouve une solution ou on ne la trouve pas. Ça peut aller jusqu'au fait qu'on se sépare. Ça va avec. Mais avec ce niveau d'engagement et de sincérité, en général, on a une vraie production de performance derrière dans l'échange. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun ne se sent pas piégé par une organisation collective, à partir du moment où cette organisation collective est à leur bénéfice personnel et à leur service personnel, ils acceptent de collaborer assez bien. Bon, c'est pas la première histoire que je fais comme ça, parce que j'ai fait celle de 2004 et de 2008. 2004 et 2008, j'avais des athlètes plus jeunes, donc j'étais plus on va dire l'entraîneur manager garant du projet et plus adulte par rapport à une population jeune. Là, j'avais affaire à 2 professionnels c'était un petit peu différent, donc c'était peut-être un peu plus exacerbé. Voilà. Merci François. Je voudrais poser la même question à Pierre-Alexis. Par rapport à l'expérience, la dernière expérience olympique, mais aussi comment ça se passe sur les bateaux, on est plusieurs déjà, et avec la vision que tu peux avoir en tant qu'acteur, et puis de temps en temps tu es aussi entraîneur, comment tu vois cette problématique? Comment tu l'as vécu, comment tu la vois? Oui, donc bonjour à tous. Là, pour me présenter rapidement, donc je suis professeur de sport ici à l'école depuis 2005
Et on va dire, au vu de mon parcours sportif, j'ai eu de la chance, on peut dire, de saisir les opportunités qui m'ont permis d'être à la fois coureur, athlète de haut niveau et aussi entraîneur. Et je peux dire que la voile le permet. C'est un des rares sports qui permet d'avoir ce parcours-là, étant donné que c'est un sport à maturation tardive et que ce sport-là permet donc à la fois de continuer une carrière sportive assez longtemps sous différentes formes de pratiques, que ce soit la course au large, la course inshore, donc sur petit parcours en baie, la voile olympique, voilà, sous toutes formes variées. Je dirais que il y a un intérêt dans ce sport-là, donc de permettre d'alterner cette double casquette. C'est très enrichissant sur le plan personnel, parce que ça permet d'identifier à la fois en tant que coureur, on va dire les problématiques qui s'y rapportent en tant que coureur, et puis à la fois en tant que coach, entraîneur, on va dire les problématiques qui se rapportent à cette fonction. Et le fait d'avoir pu alterner cette double casquette, je dirais, m'a permis vraiment d'utiliser les compétences qui ont pu être développées soit en tant que coureur pour la casquette d'entraîneur et vice-versa. Alors pour faire la relation avec la question, donc effectivement moi j'étais encore là dernièrement sur une carrière sportive puisque je reviens des Jeux de Londres en star, donc hier à 2 équipiers. Avec une problématique d'entraînement collectif parce que comme ça a été très bien identifié, on a besoin de partenaires d'entraînement pour je dirais, se confronter à la fois sur des problématiques de développement de la vitesse en bateau parce que c'est un support technologique et en même temps aussi comparaison sur les trajectoires de tactique. Et puis récemment, donc pour mes reprises de fonction à l'école, donc en tant qu'entraîneur où je gère un collectif d'équipage. Donc là, on est sur des grosses unités, c'est les bateaux du Tour de France à la voile en gros, avec des équipages à 7-8 personnes à bord. Donc à la fois, il y a une gestion d'un collectif, d'une équipe qui navigue sur le même bateau, mais à la fois une gestion entre guillemets collective, et là je rejoindrai aussi François là, sur le sujet, où la fonction d'entraîneur est plus sur l'animation on va dire, d'un entraînement en vue d'un objectif de performance, mais de faire collaborer, on va dire, des équipes pro, parce qu'en l'occurrence c'est 2 équipes pro, dont une notre parrain là, des 2 journées, là, donc Groupama, et l'autre équipe qui est Courrier Dunkerque. Donc on va dire ces 2 équipes pro qui ont un facteur de performance entre guillemets un peu plus marqué que les autres, où c'est leur activité professionnelle. Donc en gros, s'ils font pas de la performance, ils en vivent pas. Alors ça se retrouve aussi en vol olympique parce qu'il y a d'autres raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que la voile est importante dans le sens où il est important de collaborer pour progresser ensemble, mais que ces 2 équipes sont aussi je dirais en confrontation directe à un moment donné parce qu'on collabore en entraînement et en compétition, on se retrouve adversaire direct. Donc tout l'art, je dirais, de l'entraîneur, en toute humilité, je dirais, donc, on s'évertue à animer une collaboration pour faire fonctionner ces gens et ces équipes ensemble en vue effectivement que chacun s'y retrouve. Et je dirais ça c'est la fonction première, je la considère aussi comme ça, c'est que on va dire quelque part c'est des sportifs ou entre guillemets on peut les considérer aussi comme des clients quelque part. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher une prestation. Une prestation, c'est les faire entraîner, les faire progresser en vue d'un objectif de performance. Et que l'entraîneur, la fonction de l'entraîneur, c'était vraiment de gérer ces problématiques. Donc la problématique individuelle dans un collectif, donc que ce soit à la fois un coureur au sein même d'un équipage. Donc ça fait référence à des personnalités propres de chacun, mais aussi fonctionner donc un groupe de coureurs avec un autre groupe de coureurs. Donc là, on est vraiment dans un sport collectif, mais qui reste un sport individuel parce que c'est une équipe qui gagne, donc quelque part.
Donc, par rapport à ça, je dirais la fonction moi que j'essaye d'assurer par rapport à ça, la gestion de ce collectif, c'est à la fois de gérer les comportements, on va dire, sur l'eau à l'interne de l'équipage pour faire fonctionner une équipe. Donc on va dire c'est plus une relation de manager en tant qu'observateur technique sur l'eau, mais aussi intervenir sur les personnes pour les faire collaborer ensemble au sein même d'un autre bateau et après au sein même donc d'un entraînement s'il y a plusieurs équipes. Par rapport à ces deux bateaux-là, deux équipes, est-ce que tu as abordé des règles, tu as élaboré des règles de fonctionnement ou ils ressentent par le respect mutuel qu'ils ont ou il y a des choses vraiment arrêtées qu'ils ont co-construites avec toi ou pas? Oui, alors, effectivement, donc première chose, comme je leur dis, c'est deux équipes pro, donc on va dire cet aspect-là important. Donc il faut être hyper rigoureux dans ce sens-là. Je dis pas que à côté ça se fait pas, mais faut en plus insister beaucoup plus là-dessus. C'est-à-dire que là-dessus, il faut mettre les choses au clair le plus rapidement, le plus facile possible, en disant, voilà, la collaboration s'arrête, par exemple, je dirais, au 15 juin, et après, à partir du 15 juin, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi, quelque part. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y avait une date qui était arrêtée, et au vu du travail qui a été effectué là depuis un certain nombre de semaines, donc ils ont, on dirait, exprimé la volonté de poursuivre la collaboration sur l'ensemble de la saison. Donc ça, c'est plutôt positif dans le sens où ils ont appris aussi à collaborer ensemble et que, bien évidemment, comme l'a dit François aussi, on arrive sur des équipes où c'est des âges mûrs, donc à ce moment-là, quelque part, c'est un peu plus facile de montrer l'intérêt ou même de trouver l'intérêt qu'ils peuvent avoir à collaborer dans un sport de confrontation directe et qu'à partir de là, progresser, on a besoin de l'autre. Voilà. Ok. Donc on va passer à une question à Stéphane par rapport par rapport à cette le support qui est un peu, nous on en a parlé déjà ce matin, une équipe nouvelle et tu vas nous montrer des images pour introduire ce que tu vas nous présenter. Voilà, donc l'idée en fait quand on m'a passé la commande ici à l'UNVSN, c'était de répondre à l'apport du collectif pour la performance. Donc moi j'ai les missions de team manager des équipes de France de surf, donc de toutes les équipes de France, que ce soit junior, open et autres. Et puis depuis 2 ans, on a une nouvelle discipline qui est le SUP, donc SUP vague et SUP race. Alors c'est assez marrant parce qu'à l'origine, quand je suis arrivé à l'école, on m'a fait travailler aussi on m'a consulté sur la délégation des disciplines et dont le SUP. Et puis quelques années après, je me retrouve en mission auprès de la Fédération française de surf pour manager les premières équipes de France de SUP et de race. Donc sport nouveau, qui dit sport nouveau dit compréhension et différentes cultures dans l'approche de ce sport. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est de s'apercevoir que ce sport il est transversal, c'est une sorte d'hybride à plusieurs disciplines. Aujourd'hui d'ailleurs on s'en sert dans l'entraînement en voile. Beaucoup de personnes qui pratiquent la voile pratiquent le SUP. Les kitesurfers sont vite appropriés, attribués la discipline. Les windsurfers aussi. Il y a beaucoup d'anciens windsurfers qui font du SUP. Les kayakistes et puis bien sûr les surfeurs. Puisqu'en termes de développement, en tout cas sur le territoire français, et puis d'ailleurs en Europe et un peu partout dans le monde, des icônes de la discipline comme Allard Hamilton s'étaient attribués et ont développé la discipline et l'ont médiatisée. Donc ça, c'était un peu pour poser le contexte. Donc en fait, au mois de janvier, quand on m'a dit voilà, il va falloir que tu t'interviennes sur le collectif pour la performance, j'étais à un mois d'un championnat du monde, qui est le championnat du monde qui vient d'avoir lieu au Pérou. C'était notre 2e championnat du monde en SUP. Donc j'ai proposé de faire des images un peu de l'intérieur et de montrer un peu comment on gère un collectif dans les équipes de France, avec plusieurs problématiques, dont une qui est
j'entendais les problématiques de management, là, qui est en fait qu'on récupère des sportifs entraînés soit par d'autres entraîneurs, soit qui s'entraînent individuellement, et on les récupère en fait 5 jours, entre 3 et 5 jours avec les équipes de France avant la performance. Donc on doit organiser le groupe et essayer de créer une cohésion de groupe. On a 3 à 5 jours pour faire ça. Donc on va essayer d'imager ça par cette petite vidéo. Alors, plusieurs choses avant de la lancer. Bon, c'était une performance aussi de pouvoir réaliser cette vidéo, puisqu'en fait, les commentaires que vous allez voir, c'est des interviews qui ont lieu le dernier jour, qui ont lieu le jour des finales. En fait, la compétition vient juste de se terminer. Les athlètes sont très fatigués. Et il a fallu que je choisisse 2 athlètes. Donc j'ai choisi Antoine Del Perro parce qu'en fait il était champion du monde en 2012 et il remettait sa médaille en jeu. Donc champion du monde en sup, le premier de l'histoire du sup, mais en fait c'est un ancien champion du monde de longboard en titre. C'est un des meilleurs surfeurs du monde en longboard, et en fait il s'est mis au sup, et en prenant la discipline sup, il reste aujourd'hui un des meilleurs sup-riders du monde. Et puis, donc ça, c'était le côté vague, donc là, qui est la discipline que la Fédération française de surf a toujours développée. Et puis, il y a le côté race. Et là, on a choisi Eric Terrien parce que sur le premier championnat du monde, il fait une médaille de bronze, et donc il remettait en jeu sa médaille de bronze. Voilà, on peut lancer la vidéo. Sorry for this first line, it has no meaning but it is a rhyme. I'm sorry for this whole idea, I'm sorry for being here up there, but hey, I can't stop it anyway, I can't stop it anyway, I can't stop it anyway, anyway. I'm sorry for the greenhouse effect, I'm sorry for the Japs whale contract, I'm sorry for each killed elephant, I'm sorry for the kick and Chinese bombers, hey, I can't stop it anyway, I can't stop. Pour moi, je vais dire que la performance en surf, elle est relative aux critères de jugement et à ce qu'on attend de toi en compétition. Donc c'est réaliser des manœuvres radicales, engagées et contrôlées dans les parties critiques de la vague. En fait, c'est collé aux critères de jugement. Pour moi, c'est ça la performance en surf. Pour moi, la performance, c'est le dépassement de soi, c'est faire un sans faute et obtenir le résultat, atteindre son objectif. Le surf, c'est un sport individuel, donc se retrouver en équipe, ça fait souvent plus de bien que de mal, j'ai envie de dire. Donc pour nous, en surf, c'est souvent en équipe de France pour les championnats ISA. Et se retrouver donc en équipe, c'est une force carrément, parce que on sent qu'on est soutenu, on est un groupe et on est toujours plus fort à plusieurs que seul. Donc le soutien de l'équipe, autant moral que sur la plage, à nous supporter, à crier, le soir, se regrouper, faire des regroupements comme ça, discuter de la journée, faire des débriefs, vivre des choses ensemble, c'est une force et ça crée des liens. Et grâce à ça, je pense qu'on arrive à justement, à pas, si des fois on manque de motivation, à pas se battre seulement pour soi-même, mais pour toute l'équipe. Il faut garder l'idée et déjà, on va dire, entrer dans la dynamique de la victoire et s'imposer, et puis s'imposer aux autres aussi. Donc non seulement on cherche notre propre résultat en tant qu'individuel, mais on se dépasse d'autant plus à la recherche du résultat par équipe. Un exemple de performance que je ressens comme ayant été vraiment aidé par la cohésion d'équipe, c'est la médaille que j'ai eue en 2012, où j'ai vraiment été, comme je disais avant, doublement puisé au fond de moi-même, donc non seulement pour moi, mais aussi pour l'équipe.
et ça m'a permis vraiment de me dépasser. Il peut y avoir des côtés négatifs où parfois disons que les caractères de chacun des fois ça colle pas, ou même, c'est assez rare quand même, parce que souvent il y a des très bonnes personnes en équipe de France et il y a toujours une bonne ambiance. Mais ce qui peut se passer, c'est que certains ont un peu de mal à accepter la défaite et pètent un peu les plombs, et donc forcément en sortant de l'eau expriment leur rage et leur mauvaise énergie, et ça peut vraiment avoir une mauvaise influence sur certains qui savent pas forcément le gérer. Donc ça peut être le côté un peu négatif, quoi. Donc la contre-performance d'un membre de l'équipe, c'est très délicat, parce que ça pourrait influencer négativement l'ensemble de l'équipe. Et donc c'est là que le travail du coach est extrêmement important, pour permettre directement de faire un débriefing, de sortir tous les enseignements possibles de cette contre-performance, aider le membre impliqué et permettre au reste de l'équipe de progresser à partir de tous ces enseignements. À partir du moment où il y en a un qui commence à plonger et à perdre et à être dans le côté négatif de la compétition, ça peut un peu tirer les autres vers le bas. Mais bon, après c'est à chacun d'arriver à se reconcentrer et à faire ce qu'il faut pour se sortir de là, quoi. Il y a un virus qui traîne au sein d'une équipe, et il y a de fortes chances que toute l'équipe succombe. Donc ça peut jouer à ce niveau-là. Donc le fait d'être en équipe, ça offre l'avantage de pouvoir avoir le regard des coachs sur nous, qui peuvent nous dire très rapidement s'il y a des choses à améliorer, parce qu'ils ont une vision très, très aboutie de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut faire, de ce dont on est capable de faire. Et donc concrètement, par exemple, en ce qui me concerne, sur ce championnat, on a tout de suite identifié que mes départs, c'était un maillon faible un petit peu. Et grâce à leur retour, ça a permis directement de pouvoir travailler dessus. Et le résultat, c'est que d'une course à l'autre, j'ai complètement amélioré mes départs, et ça a été vraiment positif. Alors, quelques commentaires en fait, parce que c'était difficile. Il y avait quelques heures d'interview, quelques heures d'image. Donc le caméraman, il a fallu faire des choix, il en a fait sur ce qu'il a voulu montrer, mais il y avait quand même quelques éléments qui nous paraissaient importants. C'est en fait quand on attire nos surfeurs à l'intérieur des équipes de France, la spécificité en surf, c'est qu'on a tout type de surfeurs. On a des surfeurs professionnels qui gagnent de l'argent, même certains beaucoup d'argent. On a des surfeurs totalement amateurs. Et donc, quand on les rentre dans le Team France, on a déjà la problématique d'avoir 100% de nos surfeurs sponsorisés par les marques. Et logiquement, qui ont des contrats d'image avec leur marque. Donc, ils devraient porter les vêtements de leur marque. Leur uniforme, c'est Rip Curl, Quicksilver, Hurley, tout ce que vous voulez. Et donc, une des choses importantes pour nous, c'est de les amener dans la tribu France. Et pour les amener dans la tribu France, c'est d'imposer la marque de Fabrique France et donc, bien sûr, les équipements de l'équipe de France. Donc ça, c'est la première chose, et qu'ils y adhèrent. Et puis, vous avez vu, Antoine Delperro porte le béret. Et donc, depuis quelques années, on a être capé en équipe de France, c'est porter le béret. C'est un peu un signe de reconnaissance, alors qui fait rire les Français, mais qui est très prisé à l'étranger et qui nous permet d'avoir des échanges assez positifs avec les autres. Mais en tout cas, c'est notre façon à nous, sélectionneurs, entraîneurs, staff technique des équipes de France, d'accompagner et de faire rentrer à l'intérieur de notre système les sportifs. Et puis, vous avez un moment de stretching le soir, qui est un moment pour nous très privilégié, qu'on installe en amont de la compétition, où on échange avec les sportifs et où on leur impose ce système, parce que c'est là qu'on va déjà essayer de créer notre groupe, leur expliquer nos routines, leur expliquer notre fonctionnement, expliquer le fonctionnement des coachs qui sont là. Ce n'est pas des coachs qu'ils ont forcément à l'année. Alors même si on en entraîne certains, on ne les entraîne pas tous. Donc il faut qu'on discute et qu'on trouve un terrain d'entente sur la façon dont nous, on va les coacher,
la façon dont on va échanger sur le déroulement de cette semaine avec nos objectifs, qui sont des objectifs communs, puisque nous, quand on est en équipe de France, le numéro 1 pour nous, c'est de devenir champion du monde par équipe, ou champion du monde ou champion d'Europe par équipe. Les titres individuels sont importants, mais c'est au service de l'équipe. C'est ce qu'on essaye de dealer, si je peux dire, avec nos sportifs. Donc ça fait partie un peu des routines imposées. Et bien sûr, on respecte les professionnels, on respecte les surfeurs qui sont là avec les routines qu'ils ont. Donc on individualise une partie de notre encadrement, mais on leur demande de rentrer aussi, de faire des efforts et de rentrer à l'intérieur de notre système. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on ait le béret. Le drapeau, c'était pas anecdotique non plus. Le drapeau en équipe de France, c'est notre façon de coacher et d'amener le coaching, puisqu'on est sur... c'était la performance dans les sports nautiques, la commande pour moi était là, mais on est dans un milieu mouvant, avec des incertitudes. Alors, pourquoi on arrive en avance, c'est pour utiliser le site, apprendre à s'approprier le site avec les sportifs et pouvoir échanger là-dessus et commencer à réfléchir à des options. Donc du matin au soir, nos équipes, elles sont en observation du site. On va y passer des heures et des heures, puisque au moment clé, les séries durent 20 minutes. Alors là, c'est pour le surf, on pourra reparler de la race après, mais au moment clé, il faut qu'on soit en capacité, si un de nos surfeurs a un doute, de valider son option, ou alors de lui dire pourquoi on considère que son option, elle n'est pas adaptée, et de lui en proposer une autre. Et puis après, en surf, on peut coacher pendant la série, et nous, on le fait par des signes de communication de la plage. Et on utilise le drapeau. Alors, et puis un autre symbole, on utilise le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et donc on a des codes par rapport à ce drapeau sur le positionnement de nos surfeurs dans l'eau, qui sont liés à l'arrivée des séries, est-ce que la vague va être plus grosse ou pas, à la situation du surfeur dans l'eau, est-ce qu'on considère qu'il n'est pas au bon endroit par rapport au potentiel de points et au potentiel des vagues en fait. Donc tout ça en fait c'est un échange qu'on doit construire et le temps pour le construire il est toujours court avant la compétition. Donc c'était pour ça que je voulais un peu qu'on puisse regarder ça. Et puis la relation, parce que j'entendais dire que c'était pas forcément du management d'équipe. Nous, on considère vraiment que c'est du management d'équipe. On considère vraiment, ou j'ai mal interprété, mais en tout cas, je voulais revenir là-dessus. On considère qu'on doit créer un groupe et que le casting des encadrants, parce que j'ai entendu parler de sélection, c'était très intéressant, le casting des encadrants, il est aussi important que le casting des surfeurs. Puisqu'en fait, il faut qu'on ait des encadrants qui soient capables de s'adapter à toutes les situations. C'est ce qu'on essaye de mettre en place en tout cas. Et puis après, le casting des surfeurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de sélectionner. En natation, on sait que c'est des histoires de chrono. En surf, on pourrait dire que c'est le résultat. Nous, on se donne quand même une marge de manœuvre qui est discutable ou qu'il faudrait rediscuter, qui est liée en fait aux conditions. On peut avoir une personne qui gagne une compétition dans des conditions particulières, petite vague ou vague de riff ou vague de vent sur du sable. Mais peut-être que le championnat du monde il va se passer dans des grosses vagues à Hawaï ou sur un beach break un peu puissant à un endroit. On sait qu'on a un surfeur qui serait peut-être en difficulté à ce moment-là. Donc on est obligé aussi d'avoir une partie de prise de décision, de sélection, et peut-être pas de sélectionner le champion de France ou le champion d'Europe en titre, mais de prendre une prise de risque par rapport à ça. En bodyboard, on a des gauchers et des droitiers. On a des bodyboarders qui sont plus à l'aise de face ou de dos, et on doit le considérer aussi selon les sites, etc. etc. Donc dans le casting et l'histoire de la sélection, c'est aussi des choses qu'on prend en compte. Voilà, donc tu avais fait une introduction très complète, qui était d'ailleurs très pertinente. Une dernière chose qui m'intéressait moi, qui était quelque chose que je vois apparaître très souvent quand j'échange avec les diverses disciplines. Je m'aperçois qu'en fait, le Graal, souvent, dans les fédérations, c'est l'olympisme. C'est pas du tout le cas en surf, ni en sup, ni en race, ni en kite, d'ailleurs, qui est dans la salle, et ni dans d'autres disciplines. Donc, ça nous demande une adaptation un peu différente, en sachant que l'olympisme, c'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans, avec une programmation qui est liée à ça. Nous, on travaille avec des sportifs qui, leur Graal, c'est de devenir professionnels, de rentrer pour le surf, on va dire le plus haut niveau du surf qui existe aujourd'hui, qui est le shortboard, c'est de rentrer dans l'élite des 30 meilleurs surfeurs du monde. Et ça leur demande d'être sur un circuit de compétition qui est quasiment permanent. Donc c'est une autre gestion des surfeurs, et c'est pour ça que d'ailleurs on a du mal à les fixer sur des endroits dans nos pôles ou dans nos pôles espoirs, parce qu'ils sont tout le temps en mouvement. Donc je pense que la réflexion sur qu'est-ce que la performance,
ou est-ce que l'olympisme est le Graal dans la performance? Je pense qu'on peut le remettre en cause. Il y a des sports où il n'y a pas d'olympisme, mais il y a quand même, par rapport à la population qui pratique et qui est en expertise de la discipline, ça ne veut pas dire que quand un sport n'est pas olympique, il n'a pas une performance très élevée. Voilà, merci. Merci. Allô 1, 2, 1, 2. Mais je voudrais passer la parole à Franck qui pourrait nous éclairer avec ce nouveau support, NACRA, Oui, avec des équipages nouveaux. Enfin, tout est nouveau. exactement, mixte aussi. Voilà, et tu te trouves donc à manager ces groupes hétérogènes, comme l'a expliqué Franck ce matin, qui sont encore une fois partenaires et concurrents à un moment donné. Est-ce que tu as une approche particulière par rapport à ça? J'ai commencé par Psychologie Magazine, donc ça c'était la première chose. Plus concrètement, non. Alors, la chose qui a été bien pour moi, c'est que j'ai pas eu à constituer les binômes, puisque sur le bateau, ils sont garçons et filles, aussi bien barreurs que équipiers. Et ça s'est fait par affinité ou par expérience. Et ça, c'est ce que je craignais le plus à avoir à réaliser, c'est-à-dire de constituer des groupes à la place des athlètes. Donc ça, c'était une première chose. J'attends encore. La deuxième chose, effectivement, c'était aussi des gens qui arrivaient d'expérience et qui avaient une maturité différente, puisque j'ai 8 athlètes, garçons-filles, 4 filles, 4 garçons, qui ont entre 20 et 40 ans. Certains viennent de gagner la Volvo Ocean Race, d'autres sortent de l'équipe des Bleuets, donc qui est l'équipe jeune. Et donc il faut faire fonctionner tout le monde ensemble et essayer de sortir quelque chose. Donc on est plus dans cette période dans la constitution d'un groupe, d'essayer d'homogénéiser la performance, qu'on arrive à parler des mêmes choses, à mettre les mêmes mots sur les mêmes sensations. Et là on est plutôt dans une phase d'apprentissage collectif. La deuxième chance que j'ai aussi, c'est qu'il ne reste qu'un élément qui a connu la PO en tornado, puisque le catamaran était sorti des Jeux en 2008 et donc n'était pas présent à Londres. Donc ce qui a laissé vraiment la discipline au début en léger déclin, même si la fédération a continué à entretenir des coureurs. On n'avait plus d'expérience, un peu comme François quand il est reparti avec sa nouvelle équipe. Donc ça aussi c'est un avantage, puisque voilà, des gens comme Franck Camas n'étant pas habitués à ce genre de support, on a pu mettre tout le monde sur un pied d'égalité et on arrive maintenant à constituer un groupe qui arrive à vivre ensemble et qui a besoin de l'autre pour avancer. Et donc, est-ce que tu envisages dans les mois à venir là, un resserrement de cette concurrence, un resserrement de ce partenariat? Parce que bon, il faut anticiper quand. Exactement, le resserrement, c'est pas moi qui vais le décider. Je pense que c'est la Fédération française de voile. Moi, j'ai vraiment une envie et je vais défendre ça que le collectif soit le plus important possible. En tous les cas, dans les 2 prochaines années, puisque j'ai estimé qu'il fallait à peu près 2 ans. À l'heure actuelle, quand je fais le constat du niveau de chaque coureur, pour arriver à prétendre à des résultats internationaux et puis surtout à pouvoir savoir ce qui leur correspond le mieux, quelles méthodes ils doivent mettre en place individuellement pour arriver à un résultat, ou au moins au résultat qu'ils se sont donnés. Et puis après, forcément, on arrivera à personnaliser un petit peu plus l'entraînement et un petit peu plus aussi la démarche vis-à-vis de l'athlète, quoi. Une question quand même, parce que c'est une chance, moi je pense que c'est une chance d'avoir une activité mixte. Il n'y en a pas beaucoup. Et comment toi tu perçois cette mixité à bord? C'était pareil. Au début, j'étais un petit peu pas réfractaire, mais je me demandais comment ça pouvait se passer. Je voyais déjà les problèmes que j'avais dans mon couple. Donc j'ai essayé d'extrapoler un petit peu ce que ça pouvait être au terme d'une préparation olympique où on vit quand même plus de 200 jours par an ensemble, à l'autre bout de la planète, avec des charges émotionnelles très fortes, aussi bien positives que négatives. C'est-à-dire que quand on arrive en couple qui est formé et légitime, et qu'on gagne un championnat du monde, c'est beaucoup plus facile à gérer l'émotion, on le partage réellement. Quand on est déjà partenaire avec d'autres personnes dans la vie, qu'on va vivre ces charges émotionnelles, comment ça va se passer? Moi aussi, j'attends de voir comment on pourra intervenir en tant que coaching. Mais je prends, maintenant, à l'heure actuelle, je prends vraiment les sportifs pour des individus. Je ne fais pas forcément de différence entre garçons et filles pour l'instant. À part dans les charges de travail que l'on peut mettre à terre, c'est-à-dire sur des charges physiques, où on essaye d'adapter au mieux ce que peuvent attendre les athlètes.
Mais pour l'instant, c'est plutôt une joie, effectivement, d'avoir un équipage mixte. C'est une complémentarité. Je m'aperçois qu'il y a des domaines de compétences très différents entre garçons et filles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça se fait naturellement. Il n'y a pas de partage des tâches en disant tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est dans le binôme, naturellement. Certains vont s'occuper du bricolage sur le bateau, d'autres sur la logistique. Et ça se fait beaucoup plus naturellement et l'échange est beaucoup plus intéressant aussi le soir. C'est-à-dire que les filles ont quand même une propension à pouvoir discuter plus facilement, à exposer les problèmes rencontrés dans la journée. Les garçons arrivent à un moment à couper court à cette discussion et à dire alors comment on gère ça, on tranche maintenant, on fait quoi? Et puis au fil et à mesure, ça avance quoi. Donc j'apprécie énormément ce travail. Bien. Donc je vais passer la parole à Laurent pour qu'il nous éclaire par rapport à ce qui peut se passer en kite sur ce partenariat concurrence. Est-ce qu'il y a dans les équipes ce même dilemme? Oui, donc bonjour Laurent, je m'occupe du coaching de l'équipe de France en race, kite race. Alors pour éclairer un peu ceux qui ne connaissent pas encore l'activité, donc c'est un parcours autour de bouée à faire en flotte et c'est le premier qui arrive qui gagne. Il n'y a pas actuellement de course par équipe. C'est-à-dire que c'est pas au nom de l'équipe de France, c'est au nom de la personne que ça se court. Les compétiteurs actuels qui performent sur le circuit sont des compétiteurs qui se sont construits pas dans des cellules collectives, pas dans des clubs, mais dans des cellules individuelles, familiales, où il y a eu un petit cocooning quelquefois, et donc qui ne connaissent pas, ou qui connaissent peu, le travail collectif sur le résultat dans leur performance. Les meilleurs pratiquants issus de ces cellules se sont aussi installés dans un fonctionnement sur un tour semi-privé où il y avait des petits effectifs, ils étaient 30, 40. Donc voilà, où ils connaissaient bien le milieu, où ils voyaient bien où était leur place, où ils avaient construit donc leurs habitudes, leur savoir-faire et leur identité. Avec les événements qu'il y a eu l'année dernière, avec l'ouverture potentielle au jeu, on a été pseudo-olympique pendant 6 mois, ça a changé pas mal de choses, non seulement sur le format des courses, non seulement sur l'administration des courses, non seulement, et aussi sur la participation aux courses. On est passé de 40 individus à 200 individus sur le championnat du monde. Donc c'est sûr qu'une manche à 40, une manche à 200, c'est pas du tout pareil. Il y a des têtes qu'on ne connaît pas, on nous promet des gens qui vont gagner en venant de l'extraterrestre, qui vont gagner tout de suite et qui vont révolutionner l'activité. Donc ils ont été un peu perturbés. Avant ces modifications, les Français avaient un rang assez confortable au niveau des compétitions internationales. Voilà, Bruno en parlait tout à l'heure, ce matin. On réussissait facilement à truster les podiums. Et c'est sûr qu'en passant de 40 à 200, il y a plus de chances de trouver des concurrents et plus de chances de faire des erreurs aussi d'ailleurs, ou d'être gêné. Et l'hégémonie qu'on pouvait avoir a été remise en cause. Il y a eu aussi une évolution d'un passage d'un matériel prototypique, ouvert, open, non réduit en quantité, non contingenté, à un matériel de série, contingenté en quantité et en modalité. Donc nos sportifs qui existaient, qui pratiquaient, ont été dans une situation très mouvante, très perturbante pour eux. Avant ces modifications, la Fédération française de vol libre avait à constituer, alors est-ce que c'est un collectif, un groupe, enfin du moins une structure, pour accompagner ces sportifs qui performaient déjà. Donc en fait, notre collectif ou notre groupe s'est construit sur les individus, les ont plutôt regroupés. Et ce ne sont pas les sportifs qui sont venus dans le groupe, mais le groupe qui s'est mis sur les sportifs. Donc certains ont voyé l'intérêt, certains n'en voyaient pas. C'est sûr que les leaders ou ceux qui gagnaient ne voyaient pas trop l'intérêt d'aider ceux qui ne gagnaient pas. Voire même se méfiaient, voire même faisaient de l'obstruction pour ne pas aider le deuxième. C'est sûr que quand on avait les 2-3 qui risquaient de gagner dans la même équipe, c'est difficile de les faire travailler ensemble.
Surtout que non olympique, l'échéance n'est pas à 4 ans, donc, mais peut-être annuelle, championnat du monde, voire même, comme c'est un tour semi-privé avec des étapes tous les 15 jours, 3 semaines, c'est tous les 15 jours, 3 semaines que mon rang, enfin le rang du sportif, hein, mon rang, il est remis en cause. Et peut-être que mon sponsor, ma place auprès de cette marque, est remise en jeu. Donc la collaboration et le partage est difficile dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps de se dire, ben là on s'entraîne et plus tard on verra. Là c'est tout de suite, on se confronte, on se compare, et demain on tranche. Donc il y a eu un petit peu de difficulté à faire partager, donc à devenir collectif. On est resté plutôt regroupement longtemps que collectif. À cela, il y a aussi des différences, Bruno en parlait ce matin, d'âge, de culture, de comportement, qui font que des problèmes interindividuels, comme tu en parlais, posent des gros soucis. Un collectif d'une dizaine de personnes, c'est sûr que plus on a de monde, moins on risque d'avoir l'unanimité dans le groupe et moins on risque d'avoir la cohésion. J'aurais un groupe de 4, j'en enlèverais 4 sur les 10, je réussirais à faire une cohésion, surtout si je choisis les bons 4 qui vont déjà bien ensemble, mais là sur les 10, c'est plus difficile. Donc moi je bascule en tant qu'entraîneur entre du regroupement, du groupe, du collectif, et quelquefois peut-être qu'on ira vers l'équipe. Si on a un projet d'équipe. Là, pour l'instant, on ne nous demande pas de résultats d'équipe, comme tout à l'heure en surf. On nous demande du résultat individuel. Donc, je n'ai pas cette pression-là. Alors, je bascule du collectif au regroupement. Et en fait, je m'aperçois que j'utilise souvent une situation pas d'échec, mais de contre-performance ou de baisse de niveau pour que la personne qui ne voulait pas partager, donc qui était au-dessus, se mettent à partager. Alors ça demande du temps, puisqu'il faut d'abord qu'elle accepte sa baisse de performance, qu'on l'analyse, qu'on trouve les raisons, qu'on assimile les raisons, et puis après qu'on aille chercher les réponses avec ses camarades pour évoluer, pour modifier son comportement. Et là, dans le tempo des compétitions et dans l'enjeu professionnel, c'est pas obligatoirement facile. Voilà. Donc on est comme tout à l'heure François nous le disait, on n'est pas dans un projet collectif encore, on ne partage pas le même objectif, est-ce qu'on se partage, enfin on se le partage plutôt, on veut être tous premiers. Et là ça devient difficile. Pour vous donner le niveau, là en finale du championnat du monde Toussaint dernière, ils étaient 3 dans les 10 premiers pour se partager les médailles, quoi. Donc c'est sûr que c'est difficile pour eux de partager. Moi, ce que je dirais sur le collectif, c'est qu'il faut beaucoup de temps, il faut du respect, il faut de la permanence, il faut un travail vraiment de continu et de longue haleine. Et en cela, nous, pour l'instant, on est une petite structuration assez jeune sur la discipline, avec des moyens modérés. Et c'est peut-être quelquefois ce qui, moi, me manque, c'est-à-dire que quand c'est entrecoupé, on parlait de règles, est-ce qu'on peut mettre des règles ou pas de règles? On ne peut pas mettre de règles quand c'est des choses qu'on ne vit pas fréquemment ou de façon continue. Je respecte le code de la route parce que je le fais tous les jours. Si j'avais à le faire qu'une fois par an, je ne suis pas sûr que je saurais le faire. Et là, c'est un petit peu pareil, je respecte le travail du collectif. Si ça devient une habitude, si on est souvent ensemble, ou si on a quelque chose de continu qui devient habituel ou naturel. De la même façon, c'est un collectif qui est complètement dispersé sur la France. Donc on est obligé de faire quelque chose de collectif sans qu'on soit ensemble. Donc c'est encore une limite dans la notion même de groupe. Un groupe qui n'est pas ensemble, c'est déjà quelque chose de particulier. Voilà. Merci. Merci Laurent. Je vais revenir à François. Et donc une Olympiade s'ouvre avec les mêmes partenaires d'entraînement. Est-ce que tu as une démarche particulière? Parce que là, il y a un médaillé, il y a un leader qui est affirmé. Est-ce que tu anticipes? Comment tu vois l'approche de la saison et des 4 saisons qui vont arriver?
Anticiper, je sais pas si je peux trop anticiper. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le point de la PO dernière. Ils ont envie, c'est plutôt bien. Ils ont envie de continuer. Ils ont envie de continuer à travailler ensemble. Et ils n'imaginent pas que ce sera la même. Donc jusque-là, à mon avis, tout va bien, parce qu'on ne va pas refaire 2 fois la même, et on ne va pas raconter 2 fois la même histoire, donc c'est pas possible. Par contre, je pense qu'ils ont déjà pris finalement, ils ont déjà pris leur responsabilité. Il y en a un qui, celui qui est médaillé, qui reprend assez vite, qui a essayé de trouver des partenaires, qui n'en a pas trouvé, donc ça l'a bien calmé déjà. Donc il retourne au travail, il retourne naviguer. Et puis l'autre qui est parti faire du gros bateau et qui se dit bon bah ça fait 3 Olympiades que je tente et ça fait 3 fois que je passe à côté, donc là je vais m'y prendre un peu différemment. Je suis plus vieux, je vais peut-être revenir 2 ans avant. Alors il ne revient pas vraiment 2 ans avant, il fera le championnat du monde cette année, il fera d'autres choses, mais ils s'y prennent différemment. Donc du coup l'Olympiade s'organise un peu différemment. Finalement le collectif est mené que par un seul, celui qui travaille. L'autre vient picorer avec l'accord de celui qui mène le collectif, mais celui qui picore, il n'a aucun choix. Pour le moment, c'est comme ça que ça s'organise. Et il sait que il ne choisira pas les lieux d'entraînement, il ne choisit pas les axes technologiques qu'on met en place. Il l'assume, il est heureux avec ça. Et 2 ans avant, il va revenir rejouer. Ça va être j'imagine qu'on va avoir une préparation. Pour moi, les recettes de management vont être les mêmes. Hein. Il va falloir qu'on mette quelques règles, qu'on discute, qu'on régule régulièrement, qu'on passe du temps que je passe du temps à les écouter et à essayer de faire en sorte de bien comprendre ce qu'ils veulent. Mais on va vers une préparation qui sera beaucoup plus mouvementée, à mon avis beaucoup plus agressive. Mais je les crois capables d'aller au bout ensemble encore. Je suis peut-être un utopiste. Hein. Dans le débriefing, est-ce que Thomas a évoqué des carences, où il a dit ça a été réglo, j'ai été battu à la régulière. C'est un peu peut-être indiscret, hein, mais bon, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il a émis des regrets ou des problématiques par rapport à ça, ou il n'a pas attribué son échec à... Non, en fait, son échec relatif, il est relatif par rapport à la sélection, parce qu'en fait, il n'a pas été bon au moment des sélections, sinon il a été bien placé sur les compétitions internationales. Non, je pense qu'il est. La seule chose, c'est que la manière dont. Mais là, on sort un peu du sujet, c'est une anecdote, hein, mais la manière dont Jonathan va chercher ce podium au jeu nous a interpellés tous les 3, quoi. C'est certainement celui qui avait le plus de défauts. Et le meilleur athlète, c'est Thomas. C'est le premier de la classe, il sait tout faire. Et donc, je vous le dis tel quel, c'est texto, en débriefant tous les deux, Thomas il me dit, ça me trouve le cul que ce gars-là, il ait fait une médaille. Et je lui dis, t'as raison, t'es bien meilleur que lui. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a des vraies remises en question, parce qu'en fait, il y en a un qui s'est performé le jour J, et qui a su le faire, il saura le refaire ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Et il y en a un autre qui n'a pas su le faire, et qui pourtant est un des meilleurs athlètes que je connaisse. Donc voilà, ça l'interpelle directement, mais ce n'est pas lié au fonctionnement collectif. Voilà, je pense que sur le fonctionnement collectif, il est assez clair. Je crois que j'ai pas eu le sentiment dans les débriefings qu'on a fait qu'il y ait eu de part d'amertume. Donc moi j'ai fait des débriefings individuels avec chacun, on a pris le temps de les faire. Ensuite on a fait un débriefing collectif, après avoir fait les débriefings individuels. Et à l'issue de ce débriefing collectif, on a essayé d'imaginer ce que pourrait être le projet futur, sachant que nous, moi, je fonctionne aussi toujours comme ça avec eux, c'est pas un chèque en blanc sur 4 ans, c'est un chèque en blanc jusqu'à la prochaine fois où on discute. C'est-à-dire à tout moment, il y en a un qui peut dire qu'il n'est plus d'accord avec le projet et dans ce cas-là, il faudra qu'on trouve des solutions les uns et les autres pour voir si c'est viable ou pas viable et à quelles conditions c'est viable et comment on met ça en place. Et voilà. Il n'y a pas de chèque en blanc sur 4 ans. Aujourd'hui, c'est daté, c'est-à-dire aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur une vision et un projet pour 4 ans. Et puis, je vais retrouver Thomas hier parce qu'il fait du gros bateau, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, et peut-être qu'hier, il va me dire le projet, il n'est plus le même. Et dans ce cas-là, on a déjà des pistes. Si le projet n'est pas celui-là, il sera un autre. On fonctionne ensemble que si ça apporte quelque chose et qu'il y a un intérêt à fonctionner ensemble. Voilà. Merci François. Juste pour l'histoire, pour revenir au choix des athlètes,
depuis que le canoë fonctionne, depuis 1945, les championnats du monde 49, les premiers, l'entraîneur coachait une catégorie et c'était comme ça et on ne choisissait pas son coach, etc. En 89, la descente et le slalom en même temps pratiquement, pour changer. Alors c'est là où je dis c'est un peu différent, c'est qu'il y a eu des entraîneurs nationaux, ils étaient 4 ou 5, ils étaient 5, donc le choix était déjà porté sur ces 5. Les 5 sont entrés en début de saison d'Olympiade, ont mis leur nom au tableau, donc c'est des 5 cadres techniques déjà entraîneurs nationaux. Donc, des colonnes, et les entraîneurs sont sortis de la pièce et on dit aux athlètes, vous choisissez l'entraîneur avec lequel vous voulez être suivi pendant les 4 ans à venir. Voilà, donc on les a laissés travailler parce qu'ils ont mis du temps quand même. En ce qui concerne les slalomeurs, je ne sais pas ce qui s'est passé en descente. Et puis au bout d'une heure et demie, on est rentré. Et puis on a regardé ce qu'il y avait en dessous. Alors bien sûr, j'étais aussi en haut de la colonne. Et puis on a regardé ce qu'il y avait en dessous de nos noms. Oui, ça peut être très dur. Ouais. Il y avait des colonnes remplies, il y avait des colonnes pas complètement blanches, mais c'était très inégal, effectivement. Et alors l'idée, c'était que le fait que jusqu'à maintenant, l'athlète, il savait qu'il allait être entraîné par Pierre Salamé depuis s'il faisait du canoë monoplace, il ne se posait même pas la question. Et ça induit une relation particulière. Et là, en faisant ce choix, comme l'a fait la descente, c'était donner la priorité à la relation humaine. Parce que là, alors après, il mettait ce qu'il voulait, l'athlète, quand il choisissait un tel ou un tel. Mais là, on donnait vraiment la garantie que la relation humaine, au moins, il ne pouvait pas reprocher, t'es fort. Toi. Et alors, pour la réussite, on a préparé les Jeux de 92 dans cette configuration, donc 88, fin 88, 92. Et on n'a pas eu quand même de mauvais résultats. 3 médailles, dont une d'argent avec Sylvain Curigné. Et donc, on a remis en cause ce système parce que, effectivement, ça devenait vite très compliqué, justement, par rapport à l'individualisation. La connaissance, moi j'entraînais 3 disciplines, enfin 3 catégories d'embarcation, un kayak dame, un kayak homme et 2 C1. Et là, ça devenait, au niveau organisation, très, très difficile. Donc on a rebasculé sur un autre mode. Oui, Papia. Je voulais dire que je faisais partie de ces personnes qui devaient mettre les noms. Et moi, j'avais été rebelle. Je voulais un entraîneur qui n'était pas dans ceux qui étaient proposés. Et ça a été qui était mon entraîneur de toujours. Ça a été hyper frustrant parce qu'il a fallu... En plus, on m'a imposé un entraîneur qui était mon mari. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je veux dire que dans ce mode de choix, c'est quand même terrible. Moi, j'en ai beaucoup voulu à la fédération, surtout que cet entraîneur que j'avais choisi est revenu entraîneur juste avant les championnats du monde pour une concurrente. Ça s'est super passé et donc c'est quand même à double tranchant ces histoires de choix parce qu'en l'occurrence, on nous imposait de choisir dans les personnes identifiées par la fédération. Or, voilà, il y avait d'autres personnes, tiers privilégiés, etc., vous connaissez ça, qui étaient en dehors du système. Donc bon, c'est drôle parce qu'on fait des allers-retours entre on choisit l'entraîneur, on ne le choisit pas. On choisit parmi des gens identifiés ou parmi d'autres. Parce que là, Tony, il y a Sylvain, mais il y a aussi Patrice, qui faisait pas forcément partie qui fait pas partie du staff entraîneurs nationaux et qui a été mis dans la boucle par Tony. C'est ça qui est nouveau dans la demande de Tony. C'est Sylvain et en plus un autre. Mais c'est parce que aussi il avait la possibilité de le demander au vu de ses titres et que la fédération a bien fait de suivre ça. Mais c'est difficile. J'avais une question à poser à François par rapport à... On a l'impression qu'en voile, il n'y a que 2 ou 3 bateaux. Et puis on reprend les mêmes, et puis ça joue entre deux, et il n'y a pas la relève. Chez nous, il y a des jeunes loups qui pensent qu'à une chose, c'est virer les mecs champions olympiques, parce que c'est ce qui s'est passé avec Étienne Daille, qui a quand même sorti Fabien, que tout le monde voyait au jeu avec Tony, déjà double médaillé. Et en voile, j'ai l'impression qu'il y a une autre structuration de l'accompagnement de la jeunesse. Je ne sais pas où est la jeunesse. Donc ça m'interroge, voilà, de dire genre, on repart avec 2 qui ont l'air d'être les 2 mêmes. Concernant la discipline que j'entraîne en ce moment, c'est le gabarit, je pense, qui fait ça beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un problème économique et un problème de gabarit. Déjà, on cherche des gens qui font 100 kilos. Et
Ouais, non mais 100 kg et plutôt 1m95. Donc nous, on n'en a pas tellement issu parce que les bateaux qui préparent à ça, avant, plus jeunes, se destinent pas vraiment à ces gabarits-là. Donc c'est des gabarits hors normes qu'on a réussi à pas perdre parce qu'ils n'avaient pas forcément le niveau de performance avant ou qui faisaient des régimes sur les bateaux d'avant et qu'on lâche à un moment donné et qui deviennent costauds parce qu'ils font un peu de musculation. Et la deuxième raison, c'est que c'est un bateau extrêmement coûteux. Et donc on n'a pas non plus intérêt à en avoir 50. Voilà, en gros, pour faire simple. Si tu prends des disciplines comme le laser, le radial, parce que toi, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de jeunes. Donc c'est un peu différent, je pense. Oui, d'abord merci parce que j'ai trouvé toutes vos interventions vraiment intéressantes. Et alors il y a des points qui m'ont plus particulièrement marqué, et notamment l'intervention de Tony Estanguet qui dit je me prépare au jeu en regardant au jour le jour ce que je vais faire, etc. Et puis je mets ça en parallèle avec une autre, c'est plus un commentaire qu'une question, mais j'aimerais bien vous réagissiez à ça. François qui dit finalement, je ne sais pas si on avait un projet, on a fonctionné comme ça, je ne maîtrisais pas grand-chose, je reprends un petit peu les termes que tu as utilisés, et ça m'a amené à des réflexions qui existent actuellement sur qu'est-ce que c'est qu'un collectif, qu'est-ce qui crée qu'est-ce qui permet à un groupe, à une équipe de se coordonner durablement, de manière efficace, etc. Et aujourd'hui, on peut voir, il y a deux approches un peu de la question. Une approche qui est de se dire, bon, on fixe des règles, on met en place un plan global, un fonctionnement global dans lequel les individus vont rentrer. Et puis, il y a une approche qui pose l'idée que finalement, un collectif, c'est un groupe qui se construit et se déconstruit en permanence et en continu et de manière permanente. Alors ce que disait François, ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire que grosso modo, comme si finalement le collectif il était créé, il émergeait constamment du processus que tu mets en place, par exemple de discussion systématique entre les groupes, entre les coureurs. Donc en fait, en faisant interagir les gens constamment, alors bien sûr avec suffisamment d'intérêt pour gagner au jeu, etc. Et ben finalement, ça donne quelque chose qui est alors indéterminé, on ne sait pas très bien par où ça va passer, où ça va aller, mais en tout cas, ça donne quelque chose qui peut garder une cohérence. Alors j'aimerais bien savoir, dans certains, aujourd'hui, il y a certains auteurs, certains analystes qui pensent la haute performance en sport collectif un peu de cette manière-là, qui disent ça ne sert à rien de mettre des plans stratégiques globaux qu'on va implémenter et faire fonctionner les gens avec. Il faut créer des interactions locales extrêmement fréquentes, extrêmement durables, les renouveler, et c'est ça qui va créer un groupe. On ne sait pas lequel, mais en tout cas ça va créer quelque chose qui va être performant quand même. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez en fait. Moi, j'ai l'impression de vouloir lancer un mouvement perpétuel, et le plus dur c'est de mettre cette inertie de départ. C'est-à-dire que, effectivement, comme dit François, c'est une grande boîte, on essaye de la rendre la plus ronde possible pour la faire rouler. Et puis, au fur et à mesure, on va voir ce qui va sortir. Et puis, comme on a une vision à peu près globale, en tous les cas, ce qui me concerne, j'ai une vision de départ et une vision d'arrivée. J'avais commencé au départ par un schéma directeur que j'avais mis en place et proposé aux coureurs, avec une charte des coureurs. Donc, ça faisait très scientifique et tout. J'étais super fier de moi. Et dans les premiers renseignements, ça a été complètement mis à mal. Et je me suis dit, bah voilà, fais comme tu le sens, tu as toujours fonctionné comme ça. Il va falloir que tu mettes juste l'inertie de départ. Et puis c'est eux qui vont alimenter au fur et à mesure leurs doutes, qui vont alimenter sur ce qu'ils veulent faire. Et puis toi, tu vas servir juste de guide où tu vas limiter les bornes avec d'une part les moyens financiers qu'on peut te donner, avec tes capacités personnelles, aller chercher aussi les compétences ailleurs. Voilà, donc moi j'avais l'impression de ce mouvement perpétuel à lancer, à initier. Et puis de voir un petit peu à la sortie effectivement ce que ça va donner. Alors j'ai pas l'expérience de François dans le coaching puisque c'est ma première Olympiade, mais ça me fait plaisir d'entendre ça et de me dire que je suis peut-être pas forcément, j'ai bien fait de pas forcément faire professeur de sport, quoi. Voilà. Oui, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. J'avais marqué que je mettais, moi mon travail c'était faire de l'osmose entre eux, mettre du lien.
Et en fait, quand je disais il fallait beaucoup de temps, beaucoup de répétition, de persistance, de constance, parce que c'était ça, je faisais le balancier entre le groupe-regroupement, c'est-à-dire on met les noms dans la même case, mais il n'y a rien qui se passe entre eux. Et puis à un moment, c'est le collectif, parce qu'il y a des choses qui se passent. Alors pas le collectif total, mais des parties de collectif, suivant le besoin, suivant leur envie, leur situation, leur déflation ou leur inflation, et qui se crée. Et moi, je suis là, je me sens plus là pour regarder, enfin pas que regarder, mais d'abord observer, et puis après essayer de mettre du lien et de faire ça. Et par contre, tout petit grain de sable recasse ce collectif et le remet sous forme de groupe. Et donc sans cesse relancer ça. Et quelquefois, il y a de l'inertie. Une pause entre deux saisons, quelquefois, ça peut arrêter un petit peu trop, ralentir trop la machine, et relancer la saison, ça peut être quelquefois difficile. Donc toute pause administrative, toute pause d'entraînement, toute pause entre les compétitions, si on n'est pas là pour maintenir ces relations, relancer du sujet, relancer des intérêts, eh bien, le collectif, il peut s'assoupir un petit peu. Ouais. Oui, moi j'avais une position là-dessus. Je pense que le collectif, il y a un double enjeu. J'ai un peu exprimé tout à l'heure, mais dans le sens où si on fait abstraction du fait que c'est un collectif, on va dire France, équipe de France, qui peut tout à fait se présenter, mais il y a aussi d'autres cas aussi qui peuvent être présentés. Dans le sens où un collectif, le double enjeu est, le premier, c'est de pouvoir collaborer ensemble pour progresser. Et puis le deuxième, c'est la capacité à avoir une force d'intox auprès des adversaires. Alors c'est pour l'avoir vécu ce soir sur la dernière PO, parce que nous, on n'arrivait pas à collaborer avec l'autre équipage français. Donc c'était une guerre absolue entre les deux équipages qui couraient la sélection. Donc on avait besoin de trouver des autres formes de collaboration. Donc on l'avait contractualisé avec des équipages étrangers. Dans le sens où on avait 2-3 partenaires étrangers et avec qui on fonctionnait. Et par là même, les autres équipages d'autres pays voulaient venir collaborer. Parce qu'on avait un bon groupe, ça fonctionnait bien, il y avait des bons résultats et qu'à travers ça, ça donnait envie, ça donnait aussi une force du collectif à montrer que le groupe de 2-3 bateaux progressait ensemble et arrivait à performer sur des épreuves du circuit. Donc je dirais que le double enjeu, il est là, c'est pouvoir collaborer pour progresser et puis et à côté de ça, montrer la force du collectif par rapport à l'adversité, quoi. Voilà. Alors, par rapport à ça, en fait, il y a 2-3 choses qui me sont venues à l'esprit. Il y a la première, c'est on va dire qu'elle est liée sans doute au temps. Donc en fait, un collectif, ça peut être un pôle. Donc là, c'est lié à une planification assez longue. Donc là, la création du collectif, bien sûr, il y a des remises en cause tout au long de la vie du pôle, ou enfin de l'athlète qui rentre dans un pôle, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il rentre et comment on le suit. Il y a la planification d'un collectif par rapport à une Olympiade. Il y a la planification du collectif comme nous on vit quand on récupère souvent des athlètes en équipe de France, même si autour de ça on essaye de créer des groupes qui sont les groupes France, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et ce qui nous permet de les rencontrer et d'essayer de suivre de leurs projets, de leur remettre en cause, d'échanger avec eux. Donc c'est vrai que là, je vais te rejoindre aussi sur le fait que c'est une remise en cause perpétuelle de comment on construit un collectif, comment on le remet en cause, comment on le corrige. Il y a le collectif pendant une compétition. Donc ça me fait penser à 2 anecdotes, qui est une anecdote de spirale de la défaite. Hein. C'était donc en 2012 là, sur les championnats du monde junior, où dans la gestion du collectif, on s'est mis à perdre. Donc on avait un groupe d'une douzaine de surfeurs. On avait 10 surfeurs qui devaient passer dans une journée. Double podium pour nous, hein, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'on a des coachs sur 2 podiums en même temps, puis on a nos préparateurs physiques qui travaillent dans le même temps, et puis on commence à perdre le matin. Notre premier surfeur perd, le deuxième surfeur perd, le troisième surfeur perd, et puis en fait le doute s'instaure, et en fait on part au repêchage, on perd toute la journée. Donc dans notre façon de recréer le collectif, d'être en alerte, de se remettre en cause, ça veut dire que ce jour-là on a été mauvais, on n'a pas su lire les problématiques, on n'a pas compris les signes extérieurs de communication qui disaient qu'on était en train de rentrer dans la spirale de la défaite, et on a totalement échoué.
même si on a réussi à rebondir après. Et puis très récemment, septembre 2012, championnat d'Europe junior à Lacanau, spirale de la victoire. On commence à gagner, on n'est pas favori sur plusieurs disciplines. Et puis le collectif, on sent que le collectif a pris, on gagne les premiers jours. Et puis ça se transmet à l'intérieur de tout le collectif. Nos surfeurs les moins forts, on voit qu'ils sont inspirés dans cette collective de la gagne, ils se mettent à gagner. On a des journées entières en fait où personne ne perd. Donc c'est même compliqué pour le dernier surfeur qui passe en série. Hein. On doit planifier nos journées toute la journée avec des surfeurs qui passent toutes les 20 minutes ou toutes les heures. Et puis là, on sent que ça prend. Et puis cette dynamique du collectif, là, cette remise en cause, on essaye de rebondir dessus, de surfer dessus. Et puis ça surfe toute la semaine. Et à la fin de la semaine, même nos moins bons surfeurs, on les emmène sur les phases finales. C'était jamais arrivé. On a notre samedi, c'est-à-dire que nous, on part du lundi au samedi. On sait qu'on va avoir de l'échec à l'intérieur. Donc il va falloir qu'on soit en capacité de le gérer. Nos surfeurs qui perdent, il faut qu'on arrive à les récupérer, à les laisser dans le collectif pour le collectif et qu'ils ne soient pas négatifs dans la spirale pour le collectif. Là, on n'a pas ça à gérer, on a à gérer le fait que tous nos surfeurs gagnent et on va jusqu'au final et on prend 7 titres sur 9 et c'est le collectif qui amène ça. Donc 2 exemples. Et puis la dernière chose, c'est une anecdote, mais c'est par rapport, c'est une dédicace à un entraîneur français qui s'appelle Gourcuff et qui est l'histoire de l'intelligence collective. Et là, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit au début, qui pour moi, sans doute, impose quand même un système et impose un cadre à ses joueurs. Il a découpé un terrain et pour lui, son joueur, il doit jouer absolument dans ce carré. Il n'a pas d'autre choix. Et il doit jouer dans cette zone. Donc il ne remet pas en cause ça, lui. C'est le joueur qui doit se remettre en cause s'il sort de son carré. Donc là, lui, en tout cas, il a un projet de jeu qu'il impose à tous ses joueurs et tous ses joueurs doivent rentrer dans ce projet de jeu. Ils n'ont pas le choix. Voilà, c'était les 3 anecdotes. C'est bien, tu me permets la transition. Moi, en fait, pour répondre à Jacques, et pour répondre à ce que tu disais au début, moi j'ai fait un projet au début de cette PO, de la PO 2008-2012, mais en fait je ne l'ai pas partagé. Ça me rassure d'écrire, donc j'ai tout écrit. Je l'ai réévalué chaque année. Il y a des fois je rayais, je disais ça c'est trop tard, on ne peut plus. Ça on peut encore, ça est-ce que c'est intéressant? Mais après j'ai fait partager des pièces de ce projet, c'est-à-dire quand ça me paraissait intéressant ou quand je pensais que c'était le moment. Mais je l'ai écrit pour moi et je ne l'ai pas partagé, c'était le mien de projet. Je pensais qu'il y avait des choses à développer, qu'il fallait qu'on le fasse. Et le moment venu, j'en parlais aux athlètes, mais je n'ai pas essayé de vendre quelque chose. Et en fait, j'ai passé mon temps à essayer de m'adapter et puis de faire préciser dans la manière de gérer les groupes qui émergent et qui bougent. Là, d'abord, déjà, nous, précision, on fait 200 à 220 jours par an ensemble. Ce qui est important, c'est de prendre conscience. Donc, il y a des contraintes financières. Comme il y a des contraintes financières, on se déplace ensemble, on n'a peut-être pas forcément envie. Comme il y a des contraintes financières, on vit ensemble, on n'a peut-être pas forcément envie. Donc déjà, la première prise de conscience, c'est qu'on n'est pas là pour s'amuser, qu'on n'est pas là pour se faire plaisir et qu'on ne s'aime pas, forcément. Donc sachant qu'on ne s'aime pas forcément, on va essayer de voir, moi ce que j'essaye de faire, c'est de voir comment on va pouvoir supporter ensemble pendant 4 ans. Donc il y a on se trouve des espaces où... Après, pour que ce soit agréable, on trouve des dérivatifs. Nous, par exemple, on aime le vin, on a fini par beaucoup échanger sur le vin. On a développé une culture commune du vin avec beaucoup d'échanges. C'est passionnant le vin. On peut aller très loin dans les sensations. Ça se rapproche au bateau. Et en fait, l'idée, c'est que effectivement, les choses, j'essaye toujours que les choses soient le plus explicites possible. Je déteste l'implicite. Donc je ne fais jamais passer de message implicite. Et donc c'est pareil avec eux, j'essaye toujours de leur demander d'où ils parlent. Est-ce que c'est l'homme qui parle? Est-ce que c'est l'athlète? J'essaye toujours que les choses soient précises. Et moi, quand je parle, est-ce que je suis en train d'accompagner leur projet, donc de les questionner, ou est-ce que je suis en train de vendre le mien? Si je vends le mien, je dis attention, là je prends ma casquette de vendeur et je crois que tu devrais faire ça. Si je suis au contraire accompagnateur de leur projet, j'essaye de leur faire émerger leur projet. Et puis après, une fois qu'ils ont émergé librement sur leur projet, je leur dis tel qu'est le contexte là, je peux accompagner ton projet, ou moi, ne serait-ce que juridiquement vis-à-vis de la fédération, ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Donc est-ce qu'on va trouver une solution, est-ce qu'on ne va pas la trouver, comment on va la trouver, etc. Donc j'essaye toujours d'éradiquer l'implicite et d'être toujours que sur l'explicite. Je parle dans le travail, hein. Après dans les moments conviviaux le soir, c'est autre chose. Mais on essaye bien de faire ça. Et puis après, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, quoi. Je pensais à une anecdote, on se quitte à Weymouth et les garçons partent à Kiel. Weymouth, Kiel, hein. Camion. Moi, je rentre en avion chez moi. Et à l'issue de Weymouth, il y avait une sélection pour aller au test event.
Et c'est en 2011. Les gars savent que s'ils gagnent le test event à Weymouth, celui qui fait le podium au test event à Weymouth, il n'y en a qu'un qui y va. C'était une répétition des jeux. Forcément, il prend une option sur la sélection. Alors, ils sont un peu tendus. Il y en a un qui a un peu moins bien marché, l'autre qui a bien marché au test event. Ils partent ensemble tous les deux. Je vois leur tête avant de partir. J'essaye de détendre, j'éclate de rire, je leur tape sur l'épaule, je leur dis mais les gars, vous allez avoir une aventure incroyable, vous en parlerez à vos petits-enfants. Vous vous rendez compte que vous allez être tous les deux dans un camion enfermés pendant 30 heures, qu'il y a le téléphone du DTN qui va sonner et qui va dire Alain, c'est toi qui es sélectionné. Mais quand vous raconterez ça dans 20 ans, personne ne vous croira. Ça va être... et en plus, après derrière, vous allez devoir faire 10 heures de plus ensemble, à partager votre volant, à faire des tours de rôle. Vu comme ça, profitez-en, vous ne vivrez jamais 2 fois le même truc. Et le DTN avait annoncé qu'il allait évidemment prévenir les deux, celui qui allait être sélectionné et l'autre. Et évidemment, comme prévu, le téléphone sonne au sélectionné. Le sélectionné décroche, il apprend qu'il est sélectionné. Il dit mais il y a Thomas à côté, tu veux pas lui parler? Et l'autre dit non, je le rappellerai. Non mais je t'assure, il est à côté, je te le passe si tu veux. Non. Bon, et puis il raccroche. Et donc j'imagine le sélectionné lui dire Jonathan, lui dire Thomas, c'est Oma. L'autre a dû faire la gueule et ils ont fait leurs 12 ou 15 heures de camion derrière. Mais ça, c'est des choses après comme entraîneur. C'est des moments où on n'a aucune. Je veux dire, le groupe se reconstruit derrière tout ça et derrière, quand je les retrouve à Kiel, ils ont vécu une aventure extrêmement forte dans laquelle j'ai pas ma place. Je rentre avec des petits souliers et puis je vois ce qui se passe. En fait, je voudrais rebondir sur la blague de Franck qui voulait pas être prof de sport. Et quand j'entends François, ça me fait des frissons. Parce que tant l'équilibre est délicat. Et je trouve qu'il faut une ouverture d'esprit, une curiosité, une disponibilité qui fait émerger votre intelligence. Et je trouve que moi qui n'ai pas été entraîneur, je dis aussi, comme Cathy, je dis chapeau. Juste pour, si tu me permets, pour rebondir là-dessus, je me souviens qu'à un moment donné dans la PO, j'ai trouvé on a eu une discussion collective à 3, les 2 athlètes et moi. Et à un moment donné, je leur ai dit, moi je fais le maximum pour vous, mais aussi méritez-moi. Et quelque part, je crois que je veux dire, ce genre de choses fonctionne parce que les clients sont bons, quoi. C'est-à-dire que les 2 athlètes sont très bons aussi. Ils sont bons, ils sont intelligents, ils sont ouverts. Donc du coup, on arrive à développer quelque chose qui est sympa. Voilà, c'est sûrement un peu... voilà, chaque histoire est atypique, mais c'est une histoire qui se joue à 3, quoi. Moi, je suis François on se voit assez souvent et je trouve que ces 2 athlètes-là sont particulièrement ouverts et particulièrement intelligents pour fonctionner de cette manière-là. D'expérience, il y en a très peu dans d'autres disciplines ou en canoë qui arrivent à faire ça, quoi. Parce qu'à un moment donné, on a évoqué, tous l'ont évoqué, il y a des moments où ça s'arrête parce que l'échéance, parce que il y a beaucoup de motifs, quoi. Et là, c'est assez original comme situation.